Voilà, donc bienvenue à tous. Merci d'être là. Ça me fait toujours plaisir de voir plus de 20 participants à nos événements. Rapidement, pour ceux pour qui c'est la première fois à l'Innovation Club, en fait, on est une association soutenue par l'Université de Fribourg et les hautes écoles, donc notamment la HEG, la Haute École d'ingénieurs, d'architecture, et puis la Haute École de travail social. On a aussi d'autres partenaires comme FreeUp et Marley Innovation Center. En fait, le but de notre association est vraiment de promouvoir l'esprit entrepreneurial et d'innovation sur le campus de manière interdisciplinaire, c'est-à-dire dans toutes les facultés, dans toutes les écoles. Et pour ce faire, on organise surtout des événements comme celui-ci, où on essaie d'inviter des entrepreneurs locaux. On sait qu'il y a plein d'interviews et de témoignages d'entrepreneurs sur Internet, mais c'est toujours sympa d'avoir des gens qui sont à proximité parce que ça nous inspire et puis c'est beaucoup plus facilement, enfin, ils sont beaucoup plus facilement accessibles si on a des questions, etc. Et on pense vraiment que c'est en fréquentant des gens qui ressemblent à ce qu'on veut être qu'on se sent inspiré pour en faire plus. En ce qui concerne Mehdi, je vous fais rapidement une petite présentation pour ceux qui n'ont pas lu la description sur Facebook, etc. Alors Mehdi, c'est non seulement un ami, mais c'est aussi un entrepreneur fribourgeois que je connais maintenant depuis quelques années et qui m'a toujours beaucoup inspiré. Il a démarré quand il était adolescent avec des projets dont il vous parlera juste après. Et un gros projet surtout, lorsqu'il avait à peu près 18 ans, corrige-moi si je me trompe, voilà. 18 ans, qui s'appelle Glitty et qui était en fait une marque de e-commerce, et qui l'a fait vraiment accélérer, à une vitesse phénoménale dans ses projets. Par la suite, il a vendu cette entreprise, il a utilisé l'argent qu'il en a tiré pour lancer un autre projet aux États-Unis, qui a été pour le coup un échec plutôt fracassant dont il nous parlera aussi. Et après ce séjour aux États-Unis, il est rentré en Suisse et il a démarré une nouvelle entreprise qui s'appelle Mel River, dont un projet très prometteur qui a été lancé il n'y a pas longtemps qui s'appelle Hills. Et puis maintenant, voilà, il est là-dedans et on en parlera de manière plus précise après. Donc, on va directement commencer par la première question, Mehdi. Comme je viens de le dire, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat dès ton adolescence, donc à un très jeune âge, un âge où la plupart d'entre nous étaient plutôt intéressés à sortir, boire des bières, etc. Qu'est-ce qui t'intéressait dans ce monde à un si jeune âge? Alors, juste le micro, il faudrait juste activer ton micro. Parfait. Yes. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation à toi et l'Innovation Club. Du coup, ça me fait super plaisir de pouvoir participer à cette interview. Et pour casser un peu les clichés, avec cette première question, j'ai envie de te répondre que, au final, j'avais aucune intention de me lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que pour moi, ce vocabulaire qui est lié au monde de l'entrepreneuriat, il pose plus problème qu'autre chose. Et du coup, j'ai jamais eu vocation à devenir entrepreneur ou à vouloir être mon propre patron. J'ai plutôt suivi mon instinct et puis mes passions. Et en plus de ça, ce premier projet, je ne l'ai pas fait tout seul. Je l'ai fait avec mon meilleur pote Stéphane et avec un ancien professeur du CO. Donc, on était trois. Et j'avais une casquette qui était design marketing. Et au final, on a fait qu'une chose, c'était de suivre notre instinct, suivre ce qu'on pensait qui allait pouvoir fonctionner, ce qu'on avait envie de créer. Et c'est comme ça qu'on a abouti au projet. Mais on n'a jamais eu cette optique, ou j'ai jamais eu cette optique de me dire ouais, je veux absolument devenir entrepreneur. D'ailleurs, je pense qu'à l'époque, je connaissais de grands entrepreneurs, peut-être comme Steve Jobs, etc., mais ce n'était pas forcément le mot tel qu'il est aujourd'hui et avec la puissance qu'il a, quoi. Ouais, d'accord. Alors, c'était vraiment pour le projet que tu t'es lancé là-dedans. Ce qui m'amène à ma deuxième question, c'était quoi ce premier projet? Et, Ouais. et qu'est-ce qui t'a plu en fait dans cette première expérience entrepreneuriale? Ouais. Du coup, le premier projet, pour donner un petit contexte, parce que quand je dis qu'on a travaillé avec un ancien professeur, ça fait toujours un peu chelou. Les gens ils se disent, mais comment est-ce que tu as pu travailler avec un ancien prof? Déjà, de un, ce n'était pas notre prof au CO. C'est un gars qui s'appelle Arnaud, avec qui on a bossé en fait sur un camp de ski. Donc, il était professeur pour d'autres élèves, pas nous. Et on était sur une activité qui était liée à tout ce qui était multimédia.
Et du coup, il avait eu l'occasion de voir mes compétences spécifiquement sur tout ce qui était lié à la vidéo, au design, etc. Et il s'est dit, OK, ça pourrait être intéressant de lui expliquer mon idée. Donc, Arnaud qui me parlait à moi. Et il m'a parlé de son idée. Donc, qu'est-ce que c'était? Ça s'appelait KID, K-I-E-D. Ça existe encore d'ailleurs. Et c'était de la vente de t-shirts avec des expressions typiquement fribourgeoises. Genre Tschüss Techte Batoy, des expressions comme ça. C'était assez rigolo de pouvoir partir dans ce projet-là. Moi, ce qui m'a surtout intéressé, c'était cette idée de pouvoir designer des t-shirts à la base. C'était même pas de pouvoir les vendre ou quoi que ce soit d'autre. Et donc, on a commencé à faire ces designs pour ceux qui connaissent le logiciel Illustrator. Je me suis aussi occupé du site Internet. Mais notre vrai pôle de vente, c'était tout ce qui était marché, en fait. Donc, toute la période, on va dire, de fin août, début septembre jusqu'à décembre, donc là, cette période de fête, où on commercialisait les produits sur des marchés, en fait. Mhm. Ok, donc si c'était à l'heure actuelle, tu aurais pu faire le t-shirt aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire. C'est pas eux Voilà, qui l'ont exactement. fait. C'est pas eux qui l'ont fait par hasard. Non, je ne crois pas que c'est. Il avait eu l'idée de le faire, mais il y a ça s'appelle Particule en suspension, il me semble, à Lausanne. Une autre Ouais. boîte qui fait aussi des t-shirts et des trucs un peu marrants sur des vêtements portés, et c'est eux qui l'ont fait, à mon avis. Ok, ouais. Alors, tu m'as dit que la motivation principale était simplement le projet et de designer les t-shirts. On sait qu'entre-temps, tu as eu beaucoup d'expériences différentes, beaucoup de business différents. Avec le temps, est-ce que tes motivations, elles ont changé? Aujourd'hui, qu'est-ce qui te donne envie vraiment de te lever le matin et puis Ouais. enfin, entretenir tes projets? Alors, peut-être pour compléter juste la première question, je pense que ce qui a été vraiment la chose qui a changé mon mindset durant le projet KID, et non pas au début, hein, mais peut-être pendant le projet, c'est quand, en fait, j'ai vu pour la première fois quelqu'un en ville porter le t-shirt que j'avais designé. Et ça a vraiment changé notre mindset. Je me rappelle qu'on était justement avec Stéphane, mon meilleur pote, et je ne sais plus si on nous a envoyé une photo de quelqu'un qui le portait ou si on l'a vu. Je ne me rappelle plus la première fois comment c'était, mais ça a vraiment changé quelque chose dans mon esprit, et je me suis dit, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est ça que je veux faire de ma vie. Dans le sens où je veux créer des trucs, voir que des gens peuvent kiffer, les porter, les voir, les toucher, je ne sais pas, peu importe quelle expression on peut utiliser, mais avoir une interaction avec ce que tu fais et avoir ce kiff, entre guillemets. Et du coup, je suis tombé amoureux de cette sensation-là. Et c'est au final, c'est ce qui lie tous mes projets. Si tu regardes, on pourra en parler après, avec les différents projets qui ont émergé. Et je pense que c'est vraiment ça le fil conducteur. Mhm. Ouais. Mais, du coup, ta question, c'était qu'est-ce qui mène à ça aujourd'hui, c'est ça? Ouais. Ouais, bah du coup, c'est ça. Franchement, c'est ça. Donc vraiment, ouais, créer un produit puis voir que les gens y adhèrent, quoi, au final. Ouais. Ouais. Euh, dans l'introduction que j'ai faite, j'ai surtout parlé de ton parcours entrepreneurial, mais il faut savoir que avant d'être un entrepreneur, tu me corriges si je me trompe, tu as aussi travaillé en tant qu'employé chez Swisscom pendant un moment. Donc, tu as vraiment les deux expériences et je trouve ça intéressant. À choisir, quel mode de vie préfères-tu et pourquoi? Encore une fois, pour moi, cette idée de casquette, elle est difficile à concrétiser, tu vois. Parce que si tu regardes mon CV, j'ai constamment deux activités quasiment au minimum qui sont en parallèle. Une activité qui est peut-être considérée plus comme entrepreneuriale, une activité qui est peut-être plus considérée comme employé. Dans le Mhm. sens où j'ai travaillé pour Swisscom en tant qu'apprenti alors je ne me rappelle plus des dates exactes, mais de 2012 à 2016. Et puis ensuite, vraiment en tant qu'employé après l'apprentissage de 2016 à 2017, si je ne te raconte pas de bêtises, mais bref, une année après mon apprentissage. Mais en parallèle à ces deux activités, j'ai toujours eu soit Glitty, soit autre chose, tu vois. Et c'est difficile pour moi de porter une seule casquette en soi. Mhm. Mais si tu me demandes par contre dans quoi est-ce que je m'épanouis le plus, c'est très clairement dans les projets personnels, les projets où tu peux vraiment t'éclater, où tu n'as pas forcément les mêmes contraintes qu'en étant employé. Mhm. Les deux modèles offrent des avantages, mais si tu me poses la question, c'est ça. Par contre, j'aime pas encore une fois rentrer dans les clichés parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui pourrait être, entre guillemets, peut-être influencé, je dis pas négativement, hein, mais par rapport à ça. Et il y a quand même plein d'avantages à être employé aussi, tu vois. Donc, il faut pas trop le renier, ça aussi, je trouve. C'est important. Bien sûr, ouais.
Mais qu'est-ce qui, dans l'aventure entrepreneuriale, te plaît plus que d'être, par exemple, l'expérience d'employé chez Swisscom ou chez une autre entreprise? Il y a plein de choses, mais je vais pouvoir t'en parler de plusieurs. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Déjà, le goût du risque. Mhm. Tu peux avoir du risque en tant qu'employé, mais c'est un risque qui est toujours très mesuré parce que c'est le principe même d'être employé. On te garantit un salaire mensuel, tu as un contrat déterminé, mais généralement, c'est un contrat indéterminé qui peut se clôturer à 1 mois, 3 mois, 6 mois, suivant ta position, ton cadre, etc. Euh, mais au final, tu as une notion de sécurité. Mhm. Et en tant qu'entrepreneur, c'est peut-être plus un peu le Wild West, on va dire, où tu es un peu plus. Euh, et ça, je pense que voilà, tu le sais aussi très bien, tout ce qui s'est passé durant les dernières années de mon côté. On va en parler, t'inquiète pas. C'est aussi, c'est aussi ça que je kiffe, tu vois. C'est de ne pas savoir forcément de quoi est fait. Alors, non pas demain, parce que tu vois, il faut quand même que je puisse payer mon loyer. Mais voilà, si je ne sais pas ce qui va se passer dans 4 mois, ça fait un peu partie de mon lifestyle aussi. J'ai envie que ça puisse se stabiliser, mais c'est important pour moi, tu vois. Mhm. Ça, c'est une chose. Après, qu'est-ce qu'il pourrait encore avoir d'autre? Ouais, il y a une notion qui est ultra importante et pour moi qu'on n'aborde pas suffisamment, c'est cette notion de chef, en fait. Quand tu es employé, tu as un chef. Quand tu es entrepreneur, tu n'en as pas. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent, c'est faux. Tu as toujours un chef. Toujours. Mais par contre, ce chef, en parlant de casquette, tu peux l'étaler sur une personne en tant qu'employé. Donc, je travaille chez Swisscom, j'ai un boss, il s'occupe de moi, point final. Tu peux avoir quelques boss. Par exemple, tu as une agence de communication, tu as 5 clients, tu as 5 boss. Ou alors, le modèle qui personnellement me plaît le plus, tu crées une marque D2C, donc ça veut dire Direct to Consumer. Tu as des dizaines, des centaines, voire des milliers de clients. Alors, tu as toujours un boss, c'est ces dizaines, centaines ou milliers de clients. Mais s'il y en a un qui t'emmerde, c'est pas grave, tu vois. C'est pas grave du tout. Tu le rembourses, tu lui dis d'aller se faire voir et puis tu en trouveras un autre. Mais par contre, tu peux pas faire ça avec ton boss chez Swisscom ou Ouais. avec ton 1/5 de client dans une agence, par exemple. Ok, ouais. Donc au final, on finit toujours par avoir un boss, quoi. Tout le monde a un boss. Ouais, mais par contre, la casquette, elle peut être répartie sur différentes personnes et plus tu en as, en tout cas pour moi, plus ça me parle, tu vois. Plus c'est ça qui me fait kiffer. Mhm. Maintenant, passons directement au concret. Donc, tu nous parlais de Glitty avant. Ça a été ton premier gros projet, vraiment, en tout cas de e-commerce. Moi, j'aimerais bien savoir d'où est-ce qu'elle t'est venue cette idée et comment est-ce que tu as démarré, tout simplement. Très bonne. Ouais. Bah écoute, Glitty, ça a été ouais, une sacrée aventure dans le chemin, mais si je dois parler du début, on était à l'été 2014, et puis il y avait les premières rumeurs sur l'Apple Watch. Donc à l'époque, Apple qui allait sortir une montre. Aujourd'hui, on sait qu'Apple, c'est la montre connectée la plus vendue du monde. À l'époque, ce n'était pas du tout le cas, il y avait juste ces rumeurs. Et moi, j'ai perçu à travers cette rumeur-là, pour la première fois, un changement stratégique chez Apple qui était de peut-être plus se lier au monde de la mode, donc d'aller dans cette direction-là, qui était pas du tout le cas jusqu'ici pour Apple. Alors certes, ils avaient cet état d'esprit ultra luxueux avec des produits de qualité. Ça a toujours été lié à la sensualité aussi, mais l'aspect mode était quand même loin d'être autant présent dans les produits Apple. Et quand j'ai su ça, ou j'ai vu qu'il y avait ces rumeurs, ça m'a éveillé plein de choses. Je me suis dit, comment est-ce qu'on pourrait adapter les produits des gammes existantes avec une sensation ou une touche de mode. Et la meilleure solution que j'ai pu trouver à ça, c'était d'éventuellement avoir ces couvertures pour MacBook. Donc au final, bon, je vous dis ça, mais j'allais vous le montrer, mais mon Mac maintenant, il n'en a même plus. Donc voilà, je suis sincère et honnête, hein. J'ai vendu la marque en 2018, donc ça fait un sacré moment aussi. Mais bref, voilà, du coup, le but, c'était d'avoir des couvertures en bois pour Mac et de pouvoir couvrir ces Macs et de les avoir vraiment personnalisés au final pour que tout le monde puisse s'exprimer à sa façon et puis être unique, en gros. Mhm. Une autre chose qui m'intéresse par rapport à tes débuts, c'est que voilà, c'est comme un produit physique. Il faut faire un prototype, j'imagine, l'adapter, etc. Il faut trouver des producteurs. Quelle méthode de financement est-ce que tu as choisi au départ? Et de manière plus générale, qu'est-ce que tu penses des différentes méthodes de financement? Alors, à ce stade-là, avec Glitty, ce n'était même pas une question de savoir si j'allais pouvoir aller chercher des financements ailleurs ou bien pas, dans le sens où
C'était tellement un petit projet. Tu vois, tu prends du bois très finement coupé, tu le mets sur un mic, ça s'arrête là. Il y a pas quelque chose d'ultra innovant dans lequel un VC voudrait investir, tu vois. Mhm. Donc, je ne me suis pas forcément posé cette question. Par contre, le producteur, ça a été vraiment un truc compliqué, tu vois. J'ai d'abord cherché le local. Le but, c'était de faire un truc suisse à la base. Le but, c'était de faire du Swiss made. Donc, j'ai été voir des ébénisteries à Lausanne, dans la région où j'habite, à Fribourg, etc. Et j'ai rien trouvé. Je me rappelle encore d'un gars à Lausanne que j'avais été rencontré qui m'a dit, mais ton truc, c'est pas possible, tu vois. Déjà, du bois autant fin, ça fonctionne pas. Tu veux le coller, ça va casser, les gens vont s'énerver, etc. Il m'a remballé. Et j'étais à deux doigts d'abandonner, tu vois. Et là, j'ai un de mes meilleurs potes aussi qui vient vers moi, qui s'appelle Jérémy, que tu connais aussi, qui me dit, mec, il y a ce gars qui m'a suivi sur Twitter. À l'époque, on était à fond sur Twitter. Et je lui dis, c'est quoi? Bam. Et je regarde, et en fait, c'est un producteur de bois qui fait des produits ultra intéressants, trucs niche, machin, trop stylé, aux States. Et je me dis, trop stylé, tu vois. Je me dis, c'est bon, il faut que je le contacte. C'est pas pour rien. Il a suivi Jérém au pire moment. J'étais au moment down, tu vois. C'est au moment où tu peux Ouais. arrêter ton projet, quoi. Et je le contacte, je lui envoie un NDA. Et à ce moment-là, il me dit, OK, faisons un call. Et c'est là où j'ai senti la différence de mindset violente entre la Suisse et les États-Unis. En tout cas, c'était le cas pour lui. Le gars, il s'en foutait de savoir que j'avais 3 poils sous le menton. Ça n'a pas beaucoup changé, mais un petit peu plus quand même. 3 poils sur le menton, que j'avais 17 ans et demi, trois quarts, que je parlais anglais comme une chaussette, tu vois. Enfin, je n'avais pas forcément le knowledge, mais il a vu mon mindset, le gars. Et tant que je pouvais aligner les dollars, entre guillemets, pour faire la production et que je lui assurais que j'allais réussir à vendre le truc, le type, il était chaud, tu vois. Mhm. Et maintenant, avec le recul, je l'admire d'avoir fait ça parce que ça m'incite, moi, s'il y a quelqu'un qui venait me faire ça maintenant, à aussi accepter. Mais honnêtement, si j'étais dans sa position, tu vois, tu as un gars qui vient de proposer un projet un peu bizarre comme ça, qui habite à l'autre bout du monde, tu l'as jamais rencontré. Mais voilà. Et du coup, ça s'est fait et ça a été incroyable, quoi. C'était une aventure de ouf où on ne s'est pas vu, jamais vu, en 3 ans et demi. Et nous, on était son client numéro un pendant 3 ans et demi. 2 ans et quelques. C'est fou. C'est ouf. Comment tu as fait ouais, pour être sûr de la qualité, pour la confiance, sans jamais rencontrer la personne? Tu prends le risque, quoi. Bah écoute, c'était une sacrée aventure. Tu vois, aussi de mon côté, j'ai dû lui faire confiance. J'ai dû envoyer des sommes importantes Mhm. sans jamais savoir si j'allais vraiment avoir un produit ou bien pas. Je me rappelle que c'était à la fin du coup décembre 2014 que j'ai reçu les premiers prototypes. Ils n'étaient pas dans le bon sens de coupe, ils étaient trop épais. Il y avait deux, trois trucs à revoir. Mais au final, on se rapprochait exactement de ce que je voulais faire. Et go, quoi. Après, je me rappelle qu'on a lancé ça le 28 ou 29. Je me rappelle plus si c'était une année qui avait 29 jours au mois de février ou bien pas. Mais on a lancé ça en 2015, 28, 29, je me rappelle plus. Et puis, ça a été ouf depuis là, quoi. Ouais. Donc j'imagine que tu as utilisé tes économies personnelles, quoi, pour, lancer les premières productions? Ouais, j'ai emprunté. Alors, si c'est transparent et puis que ça peut apporter quelque chose aux gens qui nous écoutent aussi, j'ai emprunté 1000 francs, francs suisses bah, mon ancien associé, du coup, qui était chez Kid. Mmh. Donc, c'était aussi une façon pour lui peut-être de pouvoir compenser toutes les heures où on a fait sur des marchés, etc. Tu vois, parce qu'on n'était pas forcément super bien payé. C'était une aventure de ouf. Hein. C'était génial, mais on n'était pas forcément bien payé en francs. On était payé en aventure, en expérience et tout ce que tu veux. Donc, c'était super qu'il ait pu me prêter ça. C'était un prêt. Et puis, même chose avec ma maman qui m'a donné aussi 1000 francs. Si je me rappelle bien, et c'est tout. Tout le reste, je les ai sortis de mes économies. Donc, c'était 3 ans d'apprentissage, 3 ans d'économie brûlés en quelques semaines avec Glitty, quoi. Et tu penses que qu'est-ce que tu penses de manière générale du financement, bootstrap comme on appelle, Ouais. contre le financement par investisseur justement? Est-ce que tu as maintenant, avec les années d'expérience, une préférence ou, Ouais, écoute, franchement, c'est des modèles qui sont complètement différents. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certains business models où tu ne peux pas bootstrapper. C'est clair. Il y a des financements, des projets où tu as besoin de tirer ton épingle du jeu dès le départ, où tu as besoin de sommes astronomiques pour faire de la recherche et du développement. Je sais pas, il y a une startup par exemple qui s'appelle Cowboy à Bruxelles qui font des vélos incroyables sans avoir reçu leur seed fund, etc. Jamais ils auraient pu réussir à faire les vélos qu'ils ont et c'est très bien le business model qu'ils ont.
Par contre, pour mon genre et ma gamme de produits, tu vois, on fait que des produits physiques. C'est des produits, si je suis honnête avec moi-même, c'est pas de l'innovation brute de faire une cover en bois, tu vois, c'est quelque chose qui était facilement imitable. D'ailleurs, on a eu beaucoup de concurrents, on pourra aussi en parler plus tard. Donc, c'était très clairement le bootstrapping qui était la meilleure solution pour nous. Donc, pour l'audience, pour ceux qui ne savent pas, bootstrapping, ça veut juste dire s'autofinancer finalement. Donc, soit tu fais une campagne à la Kickstarter où tu lèves d'abord des fonds et puis ensuite tu peux utiliser cet argent pour te financer, soit tu bootstrap, c'est-à-dire que on the go, tu vas scaler tes budgets, tu vas scaler ta production, etc. en fonction de la production que tu arrives à, enfin des ventes que tu arrives à générer, quoi. Ok. Et tu t'as parlé avant de NDA, donc Ouais. Non-Disclosure Agreements, si je ne me trompe pas. Je vois beaucoup de personnes qui, au début de leur projet, ont du mal à se Ouais. lancer parce que simplement, elles ont peur de parler de leurs idées. Ouais. Elles ont peur qu'on leur vole leurs idées, etc. Et du coup, elles ne reçoivent pas l'aide dont elles ont besoin, tout simplement parce que les gens ne savent pas. Tu penses quoi, toi, du partage d'idées business de manière générale? Quelle attitude est-ce qu'on devrait avoir face à ça? Partage, 100% transparent, full partage. Tu risques rien. Tu Ouais. risques rien. Honnêtement, si tu es au cœur de la Silicon Valley et qu'il y a trois VC qui se courent après et que vous avez des idées de malade, ok, là, peut-être qu'il y a un petit peu plus de concurrence pour des projets. Mais honnêtement, ici, alors, c'est même pas forcément une question de Fribourg, mais je pense vraiment qu'il faut arrêter de vouloir protéger son idée à tout prix. On pourra en parler aussi avec le côté trademark de Glitty. Je ne sais pas si ça fait partie des questions ou bien pas. Mais on était très clairement 100% illégal parce qu'on imprimait la pomme d'Apple sur nos produits. C'était une zone grise, on va dire. En vente libre, c'était illégal. Porté sur un Mac, c'était légal. Donc, bref. Mais tu l'as dit, j'ai fait signer un NDA à mon producteur. Avec le recul, s'il avait refusé ça, j'aurais fait quoi, tu vois? C'est le seul type qui m'a accepté, qui a accepté de travailler avec moi. Ça ne sert Ouais. absolument à rien de faire ça. Tu te fermes des portes pour rien. J'ai juste eu de la chance qu'il a signé ce document. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je ne fais pas signer ce genre de choses, tu vois. Ça ne sert à rien. C'est clair. Tu répondrais quoi? Moi, je suis 100% d'accord avec toi, mais tu répondrais quoi à une personne qui te dirait, ouais, mais tu vois, si le producteur, il avait juste pris ton design et puis il aurait Ouais, lancé sa marque. parfait. Il aurait pu le faire à n'importe quel... Non, non, honnêtement, il aurait pu le faire à n'importe quel moment. Et je te dis pourquoi. Parce que le problème, c'est que ce producteur, sa force, c'est la production, justement. Il sait comment faire des bons produits, il sait comment fignoler les détails, il sait comment avoir un résultat qui soit picobello. Mais par contre, il ne sait pas vendre. Ouais. Ça, c'est moi qui sais vendre, tu vois. Bien. Et il n'aurait pas pu vendre autant de milliers de pièces qu'on a vendues en 3 ans, seul de son côté. Donc, il a été gagnant de nous faire confiance pour ça, tu vois. Ouais. Du coup, tu dirais que c'est une peur qui certes est justifiée entre guillemets, mais qui dans la réalité est irrationnelle parce que ça arrive pas forcément, à moins Non. que voilà, tu doives protéger des médicaments ou des produits dont Ah la oui, oui. propriété Non. intellectuelle sont vraiment à haute valeur ajoutée, quoi. Non, on est d'accord. Alors, pour tout ce Ouais, qui est trademark de médicaments, de c'est clair. processus de fabrication, de machinerie, etc., je ne rentre pas en considération parce que ça ne fait pas partie de mon domaine de compétences. Là, C'est je clair. parle vraiment purement du D2C, donc de Ouais. ces marques de distribution et de consommation directe. Ça peut être des produits à consommer, des produits de beauté, nettoyage, enfin tout ce que tu veux. Mais je parle plutôt de cette optique-là, moi. C'est clair. Mais à mon avis, il y a vraiment pas de peur à avoir par rapport à ça parce que tu fais que de te fermer des portes. Et même si la personne te copie, même si la personne te vole ton idée, elle l'aurait de façon fait au bout d'un moment. Tu vois, si c'est pas lui qui le fait, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. C'est clair. Glitty, on a été copié 5 fois ou 6 fois. Il y a eu une entreprise en Suède qui a fait la même chose quelques mois après qu'on ait lancé. Il y a eu une entreprise à New York, je ne me rappelle même plus de leur nom, qui a fait un monstre boom, qui a explosé en termes de followers sur Instagram. On aura de toute façon, je crois que ça fait aussi partie des questions. Je ne vais pas brûler trop de Ouais, sujets ouais. maintenant. Mais ouais, moi je suis d'accord avec toi. Enfin, de toute façon, un jour ou l'autre, ça arrive. Et puis, l'air de rien, de parler de ton idée, ça t'oblige à te mettre un coup de pied au cul. En tout cas, de mon point de vue, quoi. Parce que si quelqu'un arrive à le faire mieux que toi, c'est juste qu'au final, tu n'étais pas tellement. C'est ça. Voilà. Ok, ensuite, si mes informations sont bonnes, tu as commencé Glitty, tu as commencé par le vendre à l'étranger et non pas en Suisse, enfin, près de chez toi, tout simplement. Ouais. Pourquoi? Euh, Parce que c'est le point le plus important pour moi. C'est, comme je t'ai dit, la chose qui m'excite le plus, en guillemets, dans les projets que j'entreprends, c'est de savoir que quelqu'un avec qui j'ai aucun contact, que je connais ni d'Adam ni d'Ève, porte mon produit ou utilise mon produit.
Si je sais qu'il l'utilise parce qu'il me connaît, ou si je sais qu'il l'apprécie parce qu'il me connaît, ça enlève toute la valeur ajoutée pour moi. Ça en reviendrait, tu vois, à finalement essayer de faire, de demander à tes proches de soutenir ton projet. Et j'ai de la peine avec ça, même si je comprends les gens qui se lancent et qui le font. Pour moi, pour vérifier si mon idée elle a vraiment de la valeur ou pas, il faut aller dans la nature, à quelque part où personne ne me connaît, et là où je peux me faire déchiqueter, entre guillemets. Parce que tellement personne ne te connaît, ils peuvent t'insulter, tu vois. Et tu as des réseaux comme Reddit, tu as des réseaux comme d'autres plateformes où tu peux te faire lyncher, entre guillemets, mais c'est sain. C'est ça qui te permet de te dire, OK, mon produit, soit il apporte de la valeur, soit il apporte pas de valeur, tu vois. C'est clair. C'est violent, mais c'est honnête. Et puis, Ça te fait peut-être une gagner du fois temps. justement que tu as réussi à l'étranger, là, tu as envie de le ramener ici pour que Ah, justement c'est tes clair. proches l'admirent, enfin l'apprécient à juste valeur, quoi. C'est ça, à 100%. Et puis, Ouais. c'est aussi une erreur que je vois souvent, c'est genre, ouais, d'abord, je commence en Suisse, puis après, j'étendrai ailleurs. Mhm. Pourquoi? Tu vois, Pourquoi? si tu ne peux pas baser ta décision sur des statistiques, si tu me dis, OK, en Suisse, oui, on a un fort pouvoir d'achat, oui, il y a une diversité incroyable, etc. Mais ce n'est pas forcément pour ces raisons-là que ton produit va fonctionner ici, tu vois. Ça ne Mhm. sert à rien de vouloir commencer ici, même si ce n'est pas dans ton réseau proche, hein, mais je ne sais pas, Target et Genève, Lausanne, etc., pour ceux qui sont à Fribourg, ce n'est pas ça qui va faire fonctionner. Moi, ce que j'ai fait très honnêtement avec Liti, c'est que je ne me suis posé aucune question. J'ai branché targeting monde. Alors, j'avais un petit gut feeling. J'ai fait une audience séparée pour les États-Unis parce que je me suis dit, OK, consommateur, je kiffe trop Gros les States. consommateur. Il y a moyen, tu vois, ça doit passer là-bas. Ouais, ouais. Et puis, j'ai mis un autre target group sur le monde entier. Et puis, finalement, je me suis rendu compte. Alors, je me rappellerai toujours la première vente. Je ne saurais pas te dire si c'était le Qatar ou les Émirats arabes unis, mais la première vente, c'était un de ces deux pays-là. Et je me suis dit, putain, c'est incroyable. Et là, ça m'a fait vraiment une sensation, tu vois, parce que Kid, c'était en live. On faisait des ventes sur des marchés. Il y avait le site internet, mais c'était des gens locaux. On savait qu'ils avaient déjà entendu parler de nous. Il y avait les articles dans La Liberté, etc., les magazines locaux. Mais là, c'était ouf. Le type, je le connais de nulle part. J'ai son adresse. Je dois lui envoyer un colis. Je dois aller chercher à la poste, envoyer ça. Tu vois, c'était ouf Ça, comme c'est qu'en sensation. fait, c'est toi qui faisais la logistique en plus. T'étais, comme Ah, le mais je titre fais de la tout. conférence l'indique, tu étais dans ta chambre d'ado et puis Ouais. tu faisais le travail d'un centre logistique en fait. Ma chambre d'ado, comme tu dis, il y avait tu sais, les armoires qu'on avait pour ranger tous les classeurs des trucs d'école. Ouais. Il y avait cette même armoire-là, mais remplie de glitty, tu vois, avec les différentes tailles de MacBook, MacBook Ouais. Air, MacBook Pro, 13 pouces, 15 pouces, etc. Ça sentait la colle. Parce que pour ceux qui ne savent pas, du coup, tu avais une colle 3M derrière pour pouvoir faire le double face avec le Mac. Ça puait la colle. Je dormais dans la colle, quoi. C'était ouf. Putain, il y a peut-être une substance dans cette colle là Ah ouais, de ouf, de ouf. quoi. Mais ouais, d'ailleurs, c'est une chose que j'ai pas dit dans l'introduction, mais Glitty a été quand même un gros succès. Si je me rappelle bien, ça s'est vendu partout dans le monde, dans plus de 60 pays, corrige-moi si je me trompe. Il y a eu un moment vraiment, il y a eu un gros momentum. Euh, Quels ont été selon toi les facteurs de succès de cette marque? Euh, Déjà, voilà, pour commencer, quels étaient les facteurs de succès? Je pense que le mot-clé, c'est timing dans plein de sens différents. Timing parce qu'on arrive avec un produit avec une audience qui arrive à maturité, en guillemets des populations qui étaient prêtes à consommer ce genre de produit. Il n'y avait pas d'équivalent existant sur le marché dans la manière dans laquelle on le vendait, parce qu'il y a plein de personnes qui m'ont dit ton produit il existait déjà sur Etsy, etc. Bien sûr. C'est surtout la manière avec laquelle on l'a vendu qui était innovante, plus que le produit en lui-même, et la qualité incroyable, parce que c'était fait à la main à Pittsburgh, etc. Mais les facteurs qui ont fait que ça a pu fonctionner, à mon avis, que je disais timing, c'était on a utilisé Instagram, on a eu un compte Instagram qui a vachement vite grandi avec l'usage d'influenceurs marketing. Encore une fois, un buzzword que je kiffe pas trop, mais en même temps, à l'époque, il n'y avait pas de terme pour appeler ça comme ça, tu vois. Ce que j'ai fait, honnêtement, c'était très simple. Je suivais la marque de montre Daniel Wellington, qui à l'époque était dingue en termes de design, en termes d'esthétique et à la fois en termes de stratégie marketing. Aujourd'hui, la marque, je pense qu'on a tous des avis différents dessus. Moi, c'est plus du tout dans mes kiffs, mais en tout cas, en 2014, fin 2014, ce qu'ils faisaient, c'était ultra innovant.
Et moi, je les suivais sur Instagram et je me suis dit, waouh, c'est incroyable. J'ai été suivre l'histoire du fondateur, je l'ai ajouté sur LinkedIn. J'ai essayé de comprendre toute sa méthodologie et ils ont réussi à grossir vraiment drastiquement grâce à ça. Et moi, je me suis dit, OK, pourquoi pas essayer de faire la même chose? On a un produit physique, on peut prendre des photos. Instagram, c'est un truc qui est ultra axé sur le visuel. Donc, ça peut être ultra intéressant de faire ça. Et donc, ce que j'ai fait, c'est simplement copier la stratégie qu'ils avaient sans que ça ait ce terme influenceur marketing aujourd'hui que tout le monde utilise. Donc, j'ai commencé à contacter des gros comptes, non pas des gros comptes parce qu'ils avaient des followers intéressants, etc., mais juste des gros comptes que moi, je kiffais en fait. Encore une fois, à chaque fois dans mes projets, j'essaie de faire des trucs par rapport à moi parce que je pense que l'audience cible, c'est moi. Si c'est pas trop gros comme message, mais c'est le plus simple au final. Si tu es ton propre client, tu n'as pas besoin de faire d'études de marché complexes, tu n'as pas besoin de faire un business plan, parce que si tu es très, très honnête avec toi-même et que tu arrives à te poser les bonnes questions, obtenir les réponses qui te satisfont toi-même, tu arrives à avancer dans une bonne direction qui peut outrepasser ces études de marché et business model, quoi. Mais attends, je me suis un petit peu perdu. Influencer marketing, on parlait de ça. Ouais, c'est surtout ça qui est un gros levier, quoi. Qui était, ouais, tu parlais aussi de la méthode de vente. Donc, j'imagine que c'est justement le marketing de l'influence. Donc, tout simplement trouver les bons influenceurs pour vendre ton produit. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans cette méthode de vente qui a fait une grande différence pour toi? Ouais, au-delà de ça, le plus important, c'est le branding. Et branding, c'est un mot qui est tellement générique et qui veut dire beaucoup, beaucoup de choses. Quand on pense à branding, les gens qui sont loin de ce domaine, ils voient marketing, surtaxe pour un logo, etc., etc. Mais moi, ce que j'entends par branding, c'est juste en fait l'image de marque, ce qui est dégagé par ta marque, le message. Pourquoi est-ce que les gens doivent acheter et pourquoi les gens doivent s'attacher à ta marque? Et c'est quelque chose qui doit être au cœur en fait de chacun des projets. C'est plus important que l'influence marketing et toutes ces choses-là parce que ça, c'est que des vagues qu'on peut prendre et qu'on peut surfer, mais qui peuvent aussi se péter la figure juste après. Donc, le plus important pour moi, c'est le cœur, c'est la marque, quoi, brand. Et c'était quoi la marque, justement? C'était quoi les valeurs de Glitty? Une marque, alors, je ne l'ai jamais mis sur papier, mais si je dois te le décrire comme ça, comment j'ai voulu la faire ressentir, c'est comme une marque qui est à la fois, en fait, c'est très contrasté, en fait. Pour moi, une marque forte, c'est une marque qui a beaucoup de contraste, qui est un petit peu bipolaire. À la fois inaccessible, mais accessible. Tu peux y voir plein de termes différents, hein, mais accessible, ça peut être de par la délicatesse des photos. On a travaillé avec un photographe incroyable qui a accepté de bosser avec moi, qui s'appelle David Elkarni. Je vois qu'il est Qui est aussi présent? Ouais, dans le call. très cool. Un photographe de ouf avec qui j'ai trop kiffé bosser, qui m'a fait confiance. Lui aussi, je me rappelle lui avoir écrit un message le dimanche soir pour lui demander s'il acceptait de venir en Suisse pour faire un shoot. Et puis, il a accepté avec gentillesse aussi. Je sortais de nulle part. Je ne sais pas d'où il a accepté, mais c'était incroyable comme aventure. Et il arrivait à exprimer une émotion. Moi, je le suivais déjà bien avant qu'on bosse ensemble et j'ai toujours perçu cette émotion qui dégageait de par ses photos. Et pour moi, c'est exactement comme ça, par exemple, qu'on a pu transmettre ce sentiment d'accessibilité. Et quand je te dis inaccessible, ça peut être par exemple par les prix. Mais en fait, il faut à chaque fois atteler ces deux dimensions qui peuvent être complémentaires et un petit peu bipolaires, comme tu disais, dans le sens où des fois, c'est contradictoire, quoi. Ouais, ouais. On a parlé de Glitty jusqu'à maintenant, à l'image de cette entreprise et des suivantes qui sont venues. Tu t'es lancé souvent seul dans la plupart de tes projets. Ouais. Selon toi, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient d'être seul? Alors, je pense que ça dépend vraiment des personnalités. C'est une très bonne question parce que je me rappelle, on en a parlé aussi avec des potes entrepreneurs il y a pas longtemps. Euh, il y a très clairement plein d'avantages à bosser à plusieurs. Aujourd'hui, si tu regardes les plus grosses startups, quand je parle de startups, c'est ceux qui ont encore une fois des fonds, des VC, etc. C'est très souvent au minimum 2, voire 3, 4, 5 même cofondateurs avec des compétences bien différentes, vraiment des trios ou autres qui sont ultra performants et qui ont des compétences bien complémentaires. Moi, dans ma perspective des choses jusqu'à aujourd'hui, comme c'est des projets qui sont extrêmement personnels, j'ai toujours voulu que ce branding et cette marque soient intacts, soient purs et ne puissent pas être
déformé ne serait-ce que d'un trait par une tierce personne qui aurait un commentaire à faire sur une partie. Et comme tu le sais, je pense, voilà, tes cofondateurs, qui dit cofondateur dit compromis, tu vois. Bien Et, sûr. le compromis au sein du business, il est essentiel, mais le compromis au sein de la marque, pour moi, c'est la chose qui détruit ton produit. Yep. Donc, si j'arrive à trouver un jour un cofondateur qui me dit à 1500%, vas-y, branding 100% pour toi, et que c'est vraiment une réalité, c'est top. Mais tu vois, ça peut toujours être contré par d'autres choses. Le prix fait partie du branding. Ouais. Et si tu as un CTO Ouais. qui veut rehausser tes prix ou qui veut, enfin, j'ai dit CTO, CFO, pardon, ou autre qui veut réajuster ton pricing parce que c'est vrai que c'est pas suffisamment rentable ou alors au contraire, on fait pas suffisamment de ventes parce que les prix sont trop hauts, bah, ça va altérer ton branding en quelque sorte, tu vois. Et c'est juste ça. Mais sinon, j'ai toujours bossé avec plein de monde, tu vois. Je suis pas du tout seul et j'ai pas la prétention de dire que je fais tout seul, tu vois. J'ai eu des gens Bien sûr. incroyables qui m'ont aidé à tous les niveaux, quoi. Mais au C'est juste final, que c'est pas cofondateur. moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est surtout toi qui mènes la barque, en fait. Et bien sûr que il y a un désavantage à avoir des cofondateurs parce que voilà, il y a des compromis à faire, il y a une influence de l'extérieur, mais aussi des avantages, pardon. C'est-à-dire que quand tu es moins motivé, tu te pousses pour les autres aussi. Et moi, je Ouais. me demande, en tant que unique personne à mener la barque, ça veut dire si toi t'arrêtes, c'est fini. Comment est-ce que tu fais justement pour dans les moments de mou, te mettre un coup de pied au cul et continuer, quoi? Dans les moments de doute, peut-être aussi. Ouais. Bah, honnêtement, j'ai toujours eu de la chance à ce niveau. Tu vois, je t'en parlais d'un gros moment de doute. C'était quand j'avais fait tous ces producteurs en Suisse pour Glitty et que j'ai jamais réussi à trouver quelqu'un. J'étais dans une phase down. Et si Jérémy, il n'était pas venu vers moi avec ce contact Twitter, j'ai aucune idée si j'aurais continué ou bien pas, si ça aurait existé ou non, tu vois. Ouais. Mais au final, moi, je suis personnellement très croyant aussi, tu vois. Mmh. Et je laisse mon destin entre les mains de Dieu et je crois aux signes ou aux autres choses. Et en l'occurrence, pour ce genre de choses-là, jusqu'à maintenant, j'ai toujours réussi à trouver un moyen de pouvoir avancer. Je pense que c'est normal. Il faut embrasser ces moments down. C'est important, ça fait partie de la vie. Mais il faut savoir rebondir. Et Mmh. comment j'ai fait, je ne saurais pas te dire. Il n'y a pas de secret. Au final, je suis passionné par ce que je fais, tu vois. Ouais. Et puis tu as pas de cofondateur, mais tu es bien entouré. Ouais, de ouf. Ah, Mmh. de ouf. Comme je l'ai dit juste avant, Ouais. il y a plein de monde autour de moi. Et ces gens-là, dans mon cœur, ils ont un rôle de cofondateur, même plus, tu vois. C'est de la famille, quoi. Mmh. Avant de passer à la deuxième partie de l'interview, après 3 ans de Glitty, tu as décidé de revendre ton bébé, Ouais. de terminer l'aventure. Déjà, pourquoi est-ce que tu as pris cette décision? Et comment tu t'es senti, en fait, de lâcher ton bébé après 3 ans? Parce qu'on parle souvent de comment tu arrives à à ce que tu aimerais, enfin, comment tu arrives à réaliser tes rêves ou tes désirs. Mais moi, une Ouais. question que je me pose, c'est comment on se sent lorsqu'on l'a réalisé aussi, tu vois? Ouais. Euh, Bah écoute, pour expliquer, la première année avec Liti, c'était en mode scale. On veut un maximum d'attention. On a réussi à avoir des gros médias comme Hypebeast, comme Hypebae, d'autres sites ultra Presse Citron en France, Bilan, etc. Donc, en fait, on a eu plein d'attention, mais on n'a pas eu un taux de conversion extrêmement élevé. L'année numéro 2, je me suis dit, OK, on se concentre sur l'expérience on-site, ça veut dire sur le site, et on essaye de maximiser ça pour qu'on ait un maximum de conversion. Ce qu'on a réussi à faire. Et l'année numéro 3, je me suis dit, OK, bah maintenant on a un beau taux de conversion, on arrive à bien convertir ces gens. Qu'est-ce qu'on peut faire en étant la gamme de produits? Donc, on a lancé un produit iPhone et on a lancé un produit iPad. On avait passé 3 ans. J'étais en train de chercher un peu un nouveau levier qui pouvait me permettre d'apprendre des trucs parce qu'au final, je kiffe trop apprendre. Je suis quelqu'un d'ultra curieux de nature et j'arrivais plus à avoir cet apprentissage-là. J'avais aussi une pression, entre guillemets, comment je pourrais dire ça? Ouais, une pression propre de vouloir toujours scaler plus et une pression de l'extérieur, tu vois, des gens qui me demandent tout le temps, ah ouais, comment ça se passe? Tu arrives à scaler, comment ça se passe? Et les chiffres étaient en train de se stabiliser aussi, tu vois. Mmh. Donc, il n'y avait plus forcément ce boom de l'influence en marketing. Ouais. Donc, je me suis dit, mais est-ce que tu as encore beaucoup à apprendre de tout ça, tu vois? Est-ce que c'est vraiment l'expérience qui peut t'apporter le plus? Et la réponse, c'était juste que ça me faisait plus autant kiffer, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer un nouveau défi, qui était de le vendre. Parce que ça, c'est aussi un gros défi. Les gens, ils voient que la vente, tu vois, de se dire, OK, le gars, il s'est séparé, ou alors il a abandonné. Mais c'est une aventure de malade de vendre, hein. Comment Il faut comment comment sortir. tu fais? Comment tu trouves un acheteur et cetera?
Bah, j'ai eu de la chance, encore une fois, parce que Shopify, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un CMS qui permet de faire de la vente, très utilisé par des dropshippers. On pourra aussi parler de ça si tu veux, parce que j'ai plein de choses à dire là-dessus, de négatives, pas de positives. Et du coup, ouais, Shopify venait de sortir une plateforme qui s'appelle Resell, je ne sais plus comment. En gros, ça te permettait de revendre ta boutique Shopify. Et je me suis dit, mais ça tombe à pic, parfait. Allons mettre ça là-dessus. Donc, du coup, si tu veux, ça va capter tous tes chiffres dans le back-end. Comme ça, c'est 100% transparent. Tu ne peux pas mytho sur les chiffres. Ça te met, tu peux décider si tu veux être en visible ou pas. Donc, si tu veux montrer le nom de la boutique ou pas, parce que ça peut être dangereux. Tu vois, tu peux avoir des gars qui se disent, ah ouais, le gars, il fait 80 000 par mois. On reprend son bise et puis on va refaire la même chose. Tu vois. Mhm. Donc, moi, j'ai décidé d'ouvrir le tout. J'ai affiché les chiffres, affiché le machin. Et puis, j'ai mis en vente. Et là, on a eu plein de demandes. On a eu genre une quinzaine de demandes, dont 5-6 qui étaient sérieuses. Et puis, finalement, ça s'est abouti avec un gars qui s'appelle Trevor au Canada, qui a racheté le business. Ok. Et puis ça t'a fait quoi justement quand tu l'as enfin lâché? Bah, à la fois, tu vois, je pense que c'est un peu une sensation de daron. Je sais pas, tu vois, je suis pas encore papa, mais c'est un peu, tu vois, j'ai dormi avec ces coques en bois. Limite, tu vois, je les berçais pour aller au lit. Tu Donc, les as encore dans ton lit quand tu vas dormir le soir ou pas? non, non, quand même pas. Là. Ma chambre, elles sont plus plastiques du tout. Ok. Enfin, la colle, je veux dire. Et du coup, tu vois, tu dors avec ces coques, tu fais des emballages jusqu'à 2 heures du mat, tu travailles le lendemain à 6 heures. Enfin, c'était vraiment, tu vois, j'avais mon bébé qui pleurait la nuit, il fallait que j'aille le réveiller, etc. Donc, c'était beaucoup d'émotions, mais en même temps, c'était une délivrance aussi. Parce qu'au final, j'étais un peu emprisonné de mon propre rituel. Tu vois, je rentrais du travail à 18 heures, machin, manger. Ensuite, je vais sur l'ordinateur, je regarde les stats Facebook Ads, j'optimise, je fais les paquets, machin. C'était un petit peu, tu vois, un tout. Bulle, quoi. Ouais. Et aussi, à la fin, j'ai déshumanisé la boîte parce qu'en fait, on avait une boîte à Chicago qui faisait l'envoi pour nous. Donc, Hmm. c'était plus que des chiffres, si tu veux. En gros, il y avait 79 $ qui rentraient pour une coque walnut. Et puis, moi, je recevais les dollars. Et puis, je payais la boîte à Chicago pour faire l'envoi. Ça s'arrêtait là. Tu voyais plus grand-chose, quoi. C'était Ouais, alors différent. qu'au final, ce que je kiffais de ouf, tu vois, c'était voir tous ces pays, Émirats Arabes Unis, France, Italie, Allemagne, Australie, etc. Et c'est ça que je kiffais de ouf aussi, tu vois. Donc, c'était un peu un tout. Ok. Ben, qui dit séparation dit aussi liberté. Et justement, tu avais maintenant l'occasion de recommencer, en fait. Et en 2018, tu as décidé de partir, tenter ta chance en Californie, un peu le paradis des start-upers. Ouais. Qu'est-ce qui t'a motivé justement à tout reprendre à zéro après 3 ans de dur labeur et justement tenter ta chance? Ça, c'est aussi une question, tu vois. C'est juste mon mode de vie au final. Tu vois, reprendre à zéro. Au final, c'était si je vendais, je savais que j'allais pas me recasquer dans un job entre guillemets 9 to 5 et puis reprendre une vie normale. C'est mon mode de vie au final de faire ça. Donc, c'était pas, je l'ai pas vu comme un défi de reprendre à zéro, plutôt comme un plaisir. Mais pour ta question de pourquoi la Californie, parce que ça a toujours été un rêve depuis que je suis petit, tu vois. Mon père, il m'a donné la passion de tout ce qui est Apple, donc le sens du design, etc. J'ai toujours adoré depuis que je suis un peu ouais, pré-ado, on va dire. Et du coup, j'ai toujours suivi un peu ces Steve Jobs, ces machins. J'ai toujours adoré ce genre d'histoire. Ça m'a fait aussi suivre toute l'actualité qui est en Californie. Et je me suis dit, je veux vivre ça, tu vois. Je veux vivre. J'avais fait un voyage en 2016 sur place. J'étais tombé amoureux littéralement de l'endroit. Et je me suis dit, c'est ici que je veux vivre, tu vois. Et du coup, bah, je suis parti. Bah, j'avais vendu Glitty. J'ai quitté mon job chez Swisscom, qui était un job super cool avec une équipe incroyable et un chef à qui je dois aussi beaucoup de choses. Il s'appelle Pana. Et du coup, je suis parti là-bas. Et ouais, c'est pour ça que je suis parti. Excuse-moi, je vais trop loin. Ouais. Ouais, pas de souci. Euh, mais enfin, qui dit partir, tu étais parti là-bas aussi pour lancer une boîte, on en parlera après. Et pour ce faire, tu as à nouveau risqué toutes tes économies, alors que tu venais de vendre justement le projet qui t'avait animé pendant 3 ans. Moi, ce que je me demande, c'est comment est-ce que tu oses prendre des tels risques? Est-ce que tu es complètement détaché du résultat? Est-ce que tu acceptes l'incertitude et la peur, entre guillemets? Parce que tu peux très bien te dire, voilà, j'ai vendu ma boîte, maintenant je veux être un peu plus tranquille pendant un certain temps, aussi me faire plaisir. Mais non, tu décides de à nouveau risquer tout ce que tu as fait pendant 3 ans.
Je sais pas, c'est difficile à répondre par autre chose que je suis un petit peu fou, tu vois. Je sais pas, j'ai aucune idée. Franchement, j'ai envie de te dire, tu m'as t'as demandé si j'étais détaché. Oui, je pense que je suis détaché de l'argent. Honnêtement, je pense que je suis détaché. Je vois aussi avec combien on peut vivre en termes de peu. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup pour vivre, on va dire, sainement, entre guillemets. Et ouais, j'étais complètement détaché, je pense. Par contre, je n'étais pas détaché du résultat. Je voulais de ouf que ça fonctionne, mais les moyens à mettre en cause. En fait, quand tu crois tellement à ton truc, tu vois, tu vas tout brûler, quoi. Mhm, mhm. Ok, trop bien. c'est simple, c'est efficace. Et moi, ce que je me demandais, ouais, ok, tu as parlé avant de ta passion tout simplement de la Californie depuis que tu étais jeune. Euh, c'est un endroit qui t'inspirait beaucoup. Quelles sont les différences entre les États-Unis et l'Europe à ce niveau-là? Comment est-ce que tu t'es senti là-bas, tout simplement? Ah, c'est incroyable. Franchement, c'est difficile à expliquer sans le vivre, mais il y a vraiment un mindset différent. Il y a une ouverture d'esprit qui est assez dingue. Et puis, enfin, il y a des choses qui sont positives et négatives, tu vois. Spécifiquement, j'étais à Los Angeles. Ça change aussi encore hein, de où tu es en Californie. Là, c'était peut-être un peu plus fakey aussi sur les bords à certains moments. Mais les gens recherchent à savoir si tu peux leur apporter de la valeur ou bien pas. Et si tu peux leur apporter de la valeur, c'est cool. Ils veulent continuer à bosser avec toi, à faire connaissance, etc. Euh, donc ça, c'est un peu le côté plus négatif. Mais sinon, dans l'ouverture d'esprit générale et le fait que les gens soient très aimables et prêts à t'écouter, prêts à écouter ton idée, etc., c'est ça qui est incroyable, tu vois. Mhm. Donc, tu te sentais bien là-bas, somme toute. Tu n'étais pas déçu par la réalité. C'est ça que je voulais. Non, non, je connais beaucoup de monde qui était déçu par genre expectation vs reality, mais ce n'était pas mon cas. D'accord, trop bien. Et du coup, le projet que tu voulais lancer là-bas, si je me rappelle bien, il s'appelle Mint, c'est ça? Ouais. Parle-nous-en un petit peu, de quoi il s'agissait. Ouais, écoute, alors, Ouais. très gros projet, alors très simple à résumer, mais très gros projet. Le but, c'était de créer une marque vestimentaire, donc d'habits, qui soit écologique pour hommes. Ok. Très, très gros. Aujourd'hui, on parle plus que de ça. En 2018, c'était encore un tout petit peu moins trendy, Mhm. mais voilà, ouais, c'était ça. Et comme j'ai dit à l'introduction, après quelques mois, ça a échoué. Pourquoi ça n'a pas marché selon toi? On peut même dire quelques semaines. Je pense que c'était 8 semaines. Ok. C'était très, très vite. Mais Mhm. j'ai brûlé beaucoup d'argent, mais c'était très, très vite. Pourquoi ça a failé? Parce que j'ai décidé d'arrêter. Ça, c'est important. Il n'y a pas eu un fail du projet en soi. C'est Mm. un fail qui a été déterminé et amorcé, on va dire, par moi-même. J'étais pas bien avec le fait de continuer et c'était une aventure mon gut feeling le sentait plus. Mm. Donc, on va dire que j'ai retiré les dernières épines qui restaient juste avant que ça prenne feu. Euh, mais pourquoi ça n'a pas fonctionné? C'est ça ta question? Ouais. Pourquoi ça a échoué à ton avis? Alors bon, c'est parce que c'était un projet qui était juste immense. On avait besoin de moyens de production énormes. Je voulais produire à LA, je voulais pas produire en Asie. Et si tu veux, en fait, ce que j'ai expliqué tout à l'heure par rapport au branding qui était super important, fait qu'en fait, si j'avais voulu le mener le projet jusqu'au bout, j'aurais pu le faire. Mais il aurait fallu faire des concessions. Et moi, dans ma conception des choses, impossible de faire des concessions par rapport au branding. Et Mm. en gros, le branding, on te dit qu'on a une marque écologique, que tu dois tout pouvoir tracer, qu'on fait des habits qui sont personnalisés avec la bonne taille, etc., etc. Et là, en gros, on aurait pu le faire, mais sans le traçage précis. Ça aurait été fait soit en Amérique latine, soit en Asie. Mm. Donc, autant dire que c'est pas si écolo que ça en termes de transport. Le but, c'était d'avoir, bon, sans rentrer dans les détails, en gros, avoir un centre de production qui soit à chaque fois super près des centres de livraison. Donc, si on livre chez les gens, que ce soit dans un rayon genre de 3000 km, un truc comme ça. Euh, et du coup, ça faisait on avait besoin d'un centre de production aux États-Unis. Donc ça, c'était déjà un point qui était mort. Et si on voulait faire aux States, on pouvait faire qu'une taille avec 14 000 produits minimum. Et du coup, tu vois, on était dans des chiffres qui étaient complètement surdimensionnés par rapport à ce que je pouvais vraiment me provider comme budget. Tu vois. Tu penses que si tu avais trouvé ces fonds, ça aurait été autre chose? Ça aurait changé la donne?
honnêtement, j'ai perdu foi en le projet après quelques semaines. Ok. Et quand tu perds foi en le projet, soit tu fonces et tu vas contre un mur, soit tu te l'avoues à toi-même et il faut stopper, tu vois. Et là, ça a été très dur pour moi parce que j'ai tout abandonné, entre guillemets, pour partir, tu vois. Justement, c'est ça, ouais. Et, et ça m'a mis une grosse claque, quoi. Mais Comment tu c'était super bien. J'en ai eu besoin aussi personnellement, tu vois, pour pouvoir avancer. Mais c'était chaud, ouais. C'était chaud. Comment tu t'es senti au moment où tu as décidé, OK, là j'arrête, je rentre? Enfin, je pense pas que c'était un moment, X, ça a pris Ouais. un temps de Je réflexion. je suis pas Mais rentré tout de suite parce ouais. qu'on avait encore un road trip qui était prévu avec deux de mes meilleurs potes, du coup. Mmh. Mais j'ai décidé d'un soir à l'autre, en fait. Parce que le vrai problème, c'est que j'avais une employée sur place. Mmh. Euh, une employée qui était une designeuse et on avait aussi un développeur. Le développeur, il avait été engagé, c'était pas un contrat fixe, mais la designeuse, c'était une grosse responsabilité. Elle m'avait fait confiance de ouf. Elle venait de Miami. Mmh. Elle a déménagé à Los Angeles pour ce projet. Et Aïe. moi, le soir, je rentre chez moi, je dois réfléchir à comment je vais lui annoncer que je vais la virer le lendemain, tu vois. Mmh. Alors, heureusement, on a fait un contrat type européen parce que c'était super important pour moi. Elle avait un mois d'édit, donc elle a reçu un salaire supplémentaire. Aux States, tu te fais virer d'une semaine à l'autre. Mais c'était chaud, tu vois, surtout par rapport à la situation qu'elle a déménagé. Après, voilà, pour tout le contexte, elle est venue pour rejoindre son copain, machin, donc c'était tranquille. Elle vit toujours là-bas maintenant, tout va bien. Mais sur le moment, c'était chaud, tu vois. Mmh mh. Mmh. Est-ce que enfin, quelles sont les leçons principales que tu as tirées de cette expérience? C'était quelqu'un dans le bah, c'est justement Alec qui avait posé cette question, hem et qui nous pose une autre après qu'on abordera dans le chat. Hem, quelles sont les leçons que tu as tirées de cette expérience qui était quand même, somme toute, ton premier gros échec? La leçon la plus importante que je peux résumer et qui est très simple à retenir, c'est si tout le monde trouve ton idée fantastique, c'est que tu as un mur devant toi. Si tout le monde trouve ton idée fantastique, c'est que tu as un mur devant toi. Beaucoup trop Parce que facile. ça veut dire que personne ne le voit, mais il doit avoir un truc qui pue et qui est pas bon du tout, tu vois. Mmh mh. En l'occurrence, pour moi, c'était l'ampleur du projet, la grandeur du truc, c'était beaucoup trop. Tout le monde trouvait cette idée cool, génial, vas-y, pars, fais ton truc. Euh, Moi, ce que je recherche maintenant dans des projets pour savoir s'il y a un potentiel ou bien pas, c'est quand les gens ils sont méfiants, ils croient pas à 100%. Là, je me dis ah, là, Ah, je tiens là, il y a quelque du chose. lourd, tu vois. Là, il faut OK. foncer. OK. Alec nous demande dans le chat, je profite directement pour poser la question, en quoi est-ce que la culture de l'échec est différente aux États-Unis par rapport en Suisse? Bon, je pense on le dit souvent aussi, hein, tu es personne aux États-Unis si tu n'as pas eu 3 échecs, 4 échecs ou autre. Donc, on va te considérer en fonction de tes échecs. Je pense que c'est presque un cliché, mais il y a une part de vérité là-dedans, dans le sens où ça fait juste partie du truc, quoi. Ça fait partie de ton expérience. Et au lieu de regarder ce qu'ils font là-bas, je pense qu'on devrait plutôt regarder comment on réagit ici, en fait. Parce que Mmh. moi, si je peux te parler de comment les gens ont réagi quand j'ai annoncé que j'avais vendu Glitty, il y a des gens qui m'ont regardé avec de la tristesse pour moi. Tu sais, genre, mais pas tristesse en mode t'as perdu ton bébé, genre en mode oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Alors Ouais, que, tu ouais. vois, en soi, c'est une super nouvelle, tu vois, t'as vendu ta boîte. Mmh mh. Mais non, les gens, il doit y avoir quelque chose, tu vois, Ouais, c'est je vois, ouais. pas normal. Mmh. Et du coup, pour moi, c'est plus ce mindset-là qui pose problème plutôt qu'analyser ce qu'ils font bien là-bas. C'est surtout ça qui fait le problème. Et puis, ouais, voilà. OK. Bon, assez, parlé de choses tristes. Malgré cet échec, de Mint aux États-Unis, je pense que c'était quand même une expérience incroyable. Puis je te connais, on en a déjà parlé et c'est le cas. Est-ce que tu as envie de nous raconter le meilleur souvenir que tu en gardes? Assez rapidement, sinon on passe à une autre question, il y a pas de souci. Mais est-ce qu'il y a quelque chose, voilà, qui t'a marqué là-bas, qui était une expérience? Ouais, 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 il y a plein de choses qui m'ont marqué, hein. Il y a plein de choses. Il y a des trucs que je pourrais pas dire dans ce call parce que je pense qu'il y a 10% des gens qui croiraient cette histoire-là, dont tu connais aussi l'histoire. Mais par contre, je peux vous raconter une autre qui est beaucoup plus. Enfin, voilà, les gens n'auront pas de problème avec. J'ai On fera un trouvé le. deuxième call pour l'autre histoire. Ouais, ouais, exactement, exactement. Pour les gens qui sont un petit peu plus. Curieux. Qui croient aux histoires un peu fantastiques. Non, une histoire. Ce que je trouve ouf, j'habitais tout près de Beverly Hills et du coup, j'avais été chercher un paquet de sushis avec un de mes meilleurs potes quand il est venu me visiter. Et du coup, on était dans cette rue. Et pourquoi je dis Beverly Hills? Parce que bah, du coup, il y a toutes les stars, les trucs. Et en fait,
on a croisé Usher en rentrant dans ce restaurant et il a pris son petit truc. Et enfin, j'ai juste trouvé que c'était incroyable de se rendre compte à quel point ces gens-là étaient accessibles et pas différents de toi. Et c'est quelque chose qui paraît banal à le dire comme ça, mais quand tu le ressens sur le moment et qu'au final, ça t'a rien fait de ouf, lui, ça lui a rien fait de ouf de te croiser, et tu vois qu'il va juste se nourrir dans le même restaurant que toi, c'est un sentiment incroyable. Et c'est vraiment ce que je retiens de manière globale dans le voyage du plus important. Que ce soit quand j'ai vu le garage où Steve Jobs il a élaboré Apple, que ce soit quand j'ai croisé Usher ou que ce soit pendant cette histoire spéciale que je n'ai pas racontée. À chaque fois, cette sensation d'accessibilité, elle était ouf. Tu vois. Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est assez impressionnant. Euh, voilà, il est gentiment 6 heures, donc on va passer à la dernière partie de l'interview, qui va donc concerner ton retour en Suisse et puis simplement la suite de tes projets. Euh, Comment, malgré cet échec fracassant de Mint à Los Angeles, euh, ouais, non, mais en fait, cette question n'a plus de sens. Parce que tu vas simplement, j'ai dit, mais en fait, la question que j'aimerais poser, c'est, ok, c'est peut-être facile ou encourageant de repartir après un succès comme celui de Glitty, mais est-ce que voilà, tu as dû aller chercher des forces ailleurs pour repartir après un échec? Est-ce que ça a remis en question ta passion pour l'entrepreneuriat? Est-ce que ça a Ouais. remis en question tes motivations, tout simplement, quoi? Ouais, Le sens ouais, de tes choses. pour être 100% honnête, ça a été plus difficile en revenant qu'en étant là-bas en mode c'est fini, je sais pas trop ce que je vais faire, tu vois. Ça a été difficile, ouais. Je suis rentré, j'ai perdu mon job, j'avais perdu ma copine du moment, j'avais perdu tout un tas de choses qui étaient mes piliers, on va dire, tu vois, ce qui constitue que tu te lèves, tu vas travailler, il n'y a plus ça. Le soir, en rentrant, tu vois des gens. Alors, oui, je les voyais, j'ai toujours vu mes potes et heureusement, tout le monde était là autour de moi. Ça, c'était super cool. Euh, mais voilà, quoi, c'était difficile. Mais par contre, après, bah voilà, ça c'est j'ai très vite remonté la pente. Et puis, durant l'été, c'était quoi, l'été 2018, c'est reparti de plus belle, quoi. Mhm, mhm. Et justement, raconte-nous ton nouveau projet en revenant ici qui s'appelle Mel River. Raconte-nous un peu ce que c'est et pourquoi tu as choisi ce modèle pour redémarrer. Ouais. Alors, Mel River, c'est toujours un peu compliqué à expliquer ce que c'est parce qu'on fait plein de choses, mais on va prendre la métaphore de l'iceberg. Il y a une partie qui dépasse et une partie qui est ensevelie, qui est sous l'eau. Du coup, la partie haute de l'iceberg, ça veut dire la partie visible que tout le monde voit aujourd'hui. Si vous allez sur melriver.com, c'est ce que vous verrez. On est une agence de communication. Agence de communication, spécialité e-commerce. Donc, comme ma force, c'est le e-commerce, j'ai souhaité qu'on prenne ce cœur-là. Donc, ce qu'on fait, c'est accompagner des clients B2B dans leur élaboration de shop, dans leur marketing digital, dans leur branding, leur stratégie, etc. On accompagne des plus petites marques, comme par exemple Monarch, une marque de caviar à Genève, ou alors des plus grosses entités comme PostFinance, Swisscom, sur des dimensions très spécifiques où on les accompagne juste sur une petite notion. Et ça, c'est la partie haute de l'iceberg visible. Mais le but avec Mail River, finalement, c'est de pouvoir avoir une sorte de, comment je pourrais appeler ça, de holding qui incube toutes mes marques, dites aussi. Quand je dis toutes mes marques, il n'y en a qu'une aujourd'hui, tu en as parlé au début du call, c'est Hills. Mhm. On pourra en parler peut-être un peu plus tard durant le call. Mais du coup, voilà, il y a ces deux parties. Il y a la partie ouverte de l'iceberg, agence de com, et puis la partie qui est sous l'eau et où on est en train de mettre en place tout un système pour avoir nos propres marques. Mhm. D'accord. Une sorte de laboratoire, en fait, pour Exact. lancer des nouveaux projets. Exact. Euh, Et du coup, ça se nourrit des deux côtés, si tu veux. Financièrement, on se nourrit du budget du côté agence et du côté D2C, donc de mes propres marques. On peut faire toutes les expérimentations, on peut faire tous les know-how. On peut apprendre plein de choses et du coup, ça se retranscrit après de l'autre côté et on peut l'utiliser pour ouais. nos clients B2B. Quelque part, on peut voir ça comme le yin et le yang, sécurité et risque, un peu. Ouais, ouais, un peu, ouais. Ouais. D'accord. Et tu as parlé de Hills, qui est la première marque donc, que tu as lancée sous Mail River. C'est quoi Yes. Hills? Hills, c'est un projet sur lequel je travaille depuis 1 an et 9 mois. Le plus long projet sur lequel j'ai travaillé en n'ayant rien sorti et rien communiqué sur mes propres réseaux pour l'instant, à part ma petite description Instagram qui, depuis la semaine passée, a été updatée. Sinon, du coup, qu'est-ce que c'est? C'est une marque
qui fait des accessoires en bois, mais cette fois pour Tesla. Pourquoi? Parce que du coup, j'ai pris une Model 3 de Tesla en 2019, donc l'été suivant l'été où je suis rentré en Suisse, une année après. Et en fait, il y avait un manque complet d'options de personnalisation chez Tesla. Tu compares ça avec une BMW, Audi ou toutes les autres marques qui sont peut-être un peu plus premium, et tu as des milliers d'options qui sont à ta disposition. Et là, il n'y avait rien qui me convenait. Et du coup, je me suis dit, ça peut être intéressant de lancer un accessoire qui soit dans la même optique que ce que ces autres marques font, avec un côté premium et qui puisse être vraiment personnalisé, customisé, tout en sachant que la voiture qu'à ce moment-là, Tesla était vraiment en train de toucher au niveau des chiffres, c'était la Model 3. Voilà, donc en fait, on fait des accessoires pour la console centrale et le dashboard. Voilà. Ouais. N'hésitez pas à aller voir le site. Je mets le lien dans le chat si jamais vous voulez aller voir après. C'est hillsmade.com. Easmade.com. Ouais, voilà, parfait. Si jamais les gens s'y intéressent. Et justement, dans le cadre de cette agence Mail River, si je ne me trompe pas, tu travailles aujourd'hui avec une vingtaine de collaborateurs qui, eux, sont dispersés à travers le monde. Donc, c'est un modèle organisationnel assez original, disons, très moderne. Comment est-ce que tu as trouvé ces gens et comment fonctionne votre collaboration, en fait? OK. Première chose la plus importante avant qu'on vienne m'écraser par rapport à ça, ce n'est pas des collaborateurs qui sont enregistrés, qui sont, on va dire, au sein de Mail River SARL en Suisse. OK, C'est des freelancers, si tu préfères, d'accord. avec qui on a des contrats sur l'année et où on travaille très fréquemment ensemble. Donc, OK. c'est juste pour clarifier ça, que ce soit clair pour tout le monde. Ouais. Donc, il n'y a pas 20 personnes qui reçoivent un salaire mensuel, qui ont des assurances, etc. avec Mailriver, juste que ce soit clair. Mmh. Mais ensuite, oui, il y a 20 personnes avec qui on bosse. Ce réseau, il s'est construit durant les 8 dernières années, depuis que j'ai lancé du coup Glitty et même avant avec Kid, où on travaillait avec certaines personnes. Tu vois, avec Glitty, on a fait 4 versions de sites différentes. Donc, j'ai travaillé avec plein de développeurs, plein de designers. J'ai fait face à plein de problèmes en tant que, d'autre côté, on va dire, tu vois, en tant que consommateur, en tant que marque qui cherche de l'aide pour créer son site. Et je n'ai pas trouvé des solutions qui me plaisaient, qui pouvaient qui soient des expériences vraiment immersives au niveau du branding pour le site web. Et du coup, c'est pour ça que j'ai cherché des solutions avec ces freelancers. Et du coup, on a un réseau, comme tu l'as dit, d'à peu près 20 personnes qui sont réparties dans le monde, quoi. Et du coup, votre collaboration, j'imagine, elle fonctionne vraiment, par appel? Ça veut dire si tu as besoin des compétences de l'un d'entre eux, tu fais appel ou comment ça se passe? Ouais, très fréquemment. Alors, très souvent, c'est en fait, comment est-ce que je pourrais dire ça? Ça s'anticipe quand même un peu plus. C'est des Mmh. talents alors j'appelle ça des talents freelancers, peu importe comment on va appeler ça, mais c'est des personnes qui sont très prisées et généralement, il faut les réserver plusieurs mois à l'avance ou en tout cas quelques semaines à l'avance. Donc, tu peux pas, c'est pas comme si je prends mon téléphone maintenant, j'appelle quelqu'un en Inde sans vouloir faire de clichés et puis j'ai une disponibilité pour cet après-midi pour faire du développement. Ouais, C'est plus des personnes avec qui il faut faire des mandats et encadrer les choses. OK. Donc, mais oui, c'est comme ça et c'est sur l'année qu'on fait un programme, qu'on anticipe les choses. Ouais. Quelles sont les forces de ce modèle et ses défauts? Et surtout, a-t-il été un avantage compétitif pendant la pandémie de Covid-19? Ouais, oui, alors ouais, complètement. Tu vois, si tu as 20 salaires et 20 employés à payer en réel pendant la pandémie, alors Mmh. que moi, j'avais mon téléphone qui, tout d'un coup, d'un jour à l'autre, a sonné, où tu as tous les mandats qui s'annulent, on stoppe, on arrête le budget marketing, on met le produit en pause, et parfois des énormes clients, bah oui, on aurait été très, très mal. Moi, ça m'a fait mettre en pause mes freelancers de leur côté, tout en leur donnant certaines garanties et puis en assumant les frais qu'il fallait assumer. Mais ça nous a protégés de ce côté-là, tu vois, pour les quelques mois où on a eu une période vraiment down, comme les autres business, quoi. Mmh. Est-ce que ça vous a permis aussi d'avoir peut-être plus de flexibilité pour, des nouveaux clients? Complètement. Ça, c'est l'arme la principale, dans le sens où on a 20 collaborateurs, mais mon réseau, il est plus de l'ordre de 60 à 70 collaborateurs, freelancers, talents, avec lesquels on peut bosser. Donc, ça veut dire qu'il y a des backups, entre guillemets, avec certaines personnes. Donc, et en fonction des projets spécifiques, on va pouvoir reprendre un designer, par exemple, qui a une affiliation avec le produit. Par exemple, on a eu une marque à Seattle qui s'appelle Board of Authority,
qui fait des produits pour les skaters. Et on a trouvé un designer italien qui vit à Tokyo. Et du coup, il était ultra passionné par ce monde-là du skateboard. Et le gars, il a fait un travail de ouf. Mais du coup, il faut trouver ses matchs, si tu veux, entre les talents et les projets. Donc, on a encore une base de collaborateurs qui est plus grande que ce que je mets en avant. Mais en termes de chiffres réels, on est plus de l'ordre de 20 par année, quoi, si tu prends en Ok, effectif. ouais. Mhm. Ouais. Une sorte de Tinder entre des clients et des talents, en fait. C'est ça, Et, c'est ça. il y a Elio, donc c'est Elio Sabo, la personne que j'ai interviewée la dernière fois, qui a posé une question, en fait, parce qu'on ouvre les questions aussi aux gens avant l'événement. Je ne sais pas s'il est présent, mais il se demandait, en fait, comment est-ce que tu fais pour décider entre déléguer une tâche ou la faire toi-même Très bonne question. quand tu Alors, collabores? très honnêtement, ça dépend. En l'occurrence, ça a beaucoup dépendu de ce projet Hills, justement, donc de ces accessoires pour Tesla. On a dû sortir des gros financements. Et en l'occurrence, les montants, ils étaient très élevés et j'ai assuré un maximum de jobs de mon côté pour générer un maximum d'argent et pouvoir financer le projet. Mhm. Mais en temps réel, enfin en temps normal, s'il n'y avait pas eu ce projet et des montants autant élevés à sortir, ce qu'on aurait fait, c'est simplement prendre de mon côté tous les éléments qui soient liés à la gestion des différents projets, mais pas de l'ordre de l'exécution, pour que j'ai justement le temps de pouvoir scaler les différents business et puis s'assurer qu'on ait toujours suffisamment de mandats. Alors que là, j'ai pris un peu plus d'exécutif de mon côté ou de strat ces derniers mois pour pouvoir compenser ça. Tu parlais de branding avant. Comment est-ce que tu fais justement pour déléguer le branding, sachant que c'est ton bébé? Comment est-ce que tu fais pour lâcher prise et dire: «OK, je fais confiance»? Bah, je te dis honnêtement, très sincèrement, hein, je travaille avec des gars qui sont super talentueux en termes de design et je leur fais 100% confiance. Ce pas des Mmh. designers juniors, ils ont un tarif qui est aussi assez élevé et ils ont une notion du branding que j'adore et c'est pour ça que je suis tombé en kiff de leur travail. Et d'ailleurs, si quelqu'un cherche des bons talents, l'endroit à aller, c'est pas Dribble, c'est pas tous ces sites de talents, c'est Twitter. Twitter fois 1000 si jamais. Incroyable. Vous allez trouver des gens incroyables sur ce réseau. Donc, je leur fais 100% confiance pour ça. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même un brief qui est établi de mon côté. Pour un site, par exemple, je vais faire les wireframes. Je vais faire aussi le brief créa. Et du coup, ça donne déjà un bon input pour la partie direction artistique pour qu'après, le gars puisse faire une bonne exécution. Ouais. Donc morale de l'histoire, comment déléguer? Trouve des perles qui, ont les mêmes inspirations que toi, en fait, la même vision que toi, je dirais. Ouais. Ouais. Hem, tu as toujours été dans le e-commerce. Actuellement, 2021, quels sont les trends du e-commerce et vers quoi le e-commerce va-t-il évoluer dans l'avenir, à ton avis? Quelles sont les opportunités en présence pour les gens qui nous écoutent et peut-être aimeraient, lancer quelque chose dans le e-commerce? Aujourd'hui, ce qui devient de plus en plus difficile, c'est que tous les canaux de communication, les channels, deviennent saturés et très chers pour avoir un coût d'acquisition, donc le coût qu'on va dépenser en marketing pour obtenir une vente, qui soit rentable. Un prix du produit, hein, je dis, qui serait en dessous de 100 à 150 dollars avec un marché américain. Je parle plutôt du marché américain, c'est ce que je connais plus que l'Europe ou la Suisse. Ça devient très difficile de Mmh. faire des ventes qui soient rentables. Alors que tu m'aurais dit ça il y a 2 ans ou 3 ans encore, je t'aurais dit wow, doucement. Mais c'est juste que le coût d'acquisition devient très très cher, sauf dans certaines niches. Donc, euh, ce que je pourrais donner comme conseil par rapport à ça, c'est soit de faire du pricing très élevé, mais il faut avoir un produit avec lequel on peut faire ça, un produit qui soit de qualité parfaite, super packaging, super marque, qui ait des valeurs aussi morales, entre guillemets, au niveau de la marque par rapport à l'écologie, etc. Et que si tu es sur une table de 250 à 300, 400 francs par coût moyen, tu peux être rentable en bootstrapping, encore une fois, donc en auto-financement. Mmh. Donc ça, c'est la première chose que je pourrais dire. Ce n'est pas un trend du e-commerce, mais c'est juste une barrière à laquelle il faut faire très attention. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, si je devais me lancer dans Glitty, aujourd'hui en 2021, très honnêtement, avec les pricing qu'on avait à l'époque, donc 79 dollars par coque jusqu'à 150, 180, sachant que c'est des one
one-time purchase. Donc, tu as un Mac, tu mets une coque, c'est fini. Tu ne vas pas acheter chaque mois des coques. Très, très difficile. Donc, ça, c'est un côté. Et l'autre côté, l'opportunité et ce qu'on voit de plus en plus aux États-Unis, c'est tous ces business de souscription. Il y a plein de types de souscriptions différentes. Mais si je peux donner un conseil à l'audience, si vous n'avez pas vraiment d'idées incroyables ou vous n'avez pas forcément quelque chose de précis, mais que vous voulez simplement vous lancer là-dedans, faire des tests, ce qui peut être intéressant pour des produits qui sont moins chers, c'est de faire de la souscription avec, par exemple, des produits qui peuvent se consommer. Je ne sais pas, des smoothies, des trucs comme ça. Alors ça, c'est encore très, très compliqué niveau logistique pour les envoyer frais, etc. Mais ça peut être des idées, voilà. Donc là, l'aspect de souscription. Shampoing, rasoir, ce type de produits dont on a tout le temps besoin, etc. Ouais. Parce qu'il te suffit, par exemple, d'avoir 1000 clients par mois. Bon, il te suffit, c'est déjà énorme, 1000 clients. Mais si tu as un produit à $29, $30 par là autour, 1000 clients avec une marge de 30%, ça peut déjà te suffire pour avoir un business model qui soit rentable. Mais il faut cet aspect de souscription. S'il n'y a pas ça, très difficile. Ouais. Et tu disais que Glitty, aujourd'hui, ça n'aurait jamais marché. J'imagine que c'est parce que tu considères le prix de l'influencer marketing aujourd'hui, le prix aussi par clic sur les voies traditionnelles de marketing digital, etc. Est-ce que comme réaction à ces augmentations de prix, il y a d'autres canaux de communication qui se développent, des innovations en termes de marketing tout simplement? Je dirais qu'un mot, TikTok. À fond. Est-ce que TikTok n'est pas justement soumis à moyen terme aux mêmes lois au Oui, final, mais quoi, ouais. tous les channels ils sont soumis à ces lois-là au final. Si tu regardes, au final, il y a un chart, je ne l'ai pas sous la main, sinon je l'aurais montré, qui te montre au final que tous les canaux ils sont entre guillemets sous-cotés à un moment, et puis au moment où tout le monde les utilise, ils deviennent surcotés, puis leur valeur diminue, et tu en as des nouveaux qui naissent. Donc il faut juste réussir à surfer ces bonnes vagues, pas avoir peur de prendre des risques aussi par rapport à ça. Tu vois, ça peut, niveau branding, il y a plein de gens qui se diraient TikTok, attention, réseau des jeunes, machin. Non, tu vois, à mon avis, il faut passer outre ces barrières-là et puis essayer, quoi. Donc ouais, comme Glitty et l'influencer marketing au début, c'était pas évident, quoi. C'était pas évident que ça marchait. Aujourd'hui, c'est évident. Et du coup, à l'image de Glitty, il faut trouver ces nouveaux Ouais. moyens de communication. C'est plus que pas évident. Tu vois, il y a des influenceurs qui avaient, je me rappelle d'un influenceur italien qui est incroyable, il fait des photos de ouf, 1,4 million de followers. Il m'a facturé 400 euros. Ouais. Aujourd'hui, pour une audience similaire, avec un taux d'engagement similaire, je pense qu'on serait pas loin des 5-10 000, tu vois. Ouais. OK. Je réponds rapidement à une question dans le chat de Joël qui nous demande s'il y aura la rediff de cette interview. Oui, elle sera sur YouTube. Je l'upload ce soir. Bon, pour les dernières questions, euh, après avoir accumulé toutes ces expériences dont on a parlé longuement, comment est-ce que tu définis le succès aujourd'hui et sur quelle base prends-tu tes décisions personnelles? C'est quoi pour toi avoir du succès après toutes ces expériences? C'est une bonne question. Euh, je pense que, en tout cas, pour moi, avoir du succès, c'est être heureux, premièrement. Et deuxièmement, quelque chose qui me tient très à cœur, c'est d'être indépendant ou de me sentir libre, en fait. Et on peut se sentir libre de plein de façons différentes. On peut être enfermé dans une fausse liberté aussi. Mais ça, c'est ce qui définirait pour moi un facteur de succès. Et ce n'est pas quelque chose que je vois comme définitif, mais plutôt comme évolutif. Tu vois, ton bonheur, il va évoluer au cours de la vie. Si je pense aujourd'hui que je suis le plus heureux, je pourrais toujours être plus heureux que ça parce que ce n'est pas quantifiable. Et même chose pour ton degré de liberté. C'est pour ça que pour moi, c'est des bons objectifs pour définir ce qu'est le succès. Parce que si je te dis, moi, le succès, c'est de vendre 1 million de ça, si je l'atteins un jour, après, il y a quoi, tu vois? Ouais, ouais. Ouais. Et justement, dans cette optique justement de long terme et évolutive, comme tu dis, quels sont tes objectifs personnels aujourd'hui? Si c'est pas indiscret, si tu as envie de partager, donc d'un point de vue entrepreneurial surtout. Est-ce qu'il y a un rêve, quelque chose vers lequel tu tends et que tu as vraiment envie d'accomplir un jour? Moi mon rêve, objectif, peu importe, c'est terminologie, comme je l'ai dit au début, c'est toujours pour moi, ça prête à confusion pour certains, ça aide pour d'autres. Mais en gros, ce que j'aimerais, c'est pouvoir avoir ce studio Mel River qui se fortifie, pouvoir internaliser certains talents
internaliser certaines personnes au niveau de la gestion, et puis pouvoir surtout avoir un maximum de marques qui nous font éclater à toute l'équipe et moi, qui nous font kiffer, qu'on utilise nous-mêmes et puis dont on est fier, et avoir des centaines, des milliers de clients qui nous suivent derrière et qui sont satisfaits de nos prestations, qu'on puisse être 100% indépendant, idéalement sans investissement externe, en tout cas pas au début. Si on a besoin après pour scaler, c'est encore une autre question, comme je l'ai dit plus tôt dans l'appel. Mais ça serait ça, en fait, pour moi, le kiff total. Donc, d'avoir plusieurs marques et puis d'être un mini LVMH, si tu veux. Je dis bien mini, hein. Donc, au final, toujours la même motivation qu'au début, juste plus grande, Voilà. Ouais, ça va pas changer. Une question que j'aime bien poser, enfin 2 dernières questions que j'aime bien poser, à tous nos invités. Imagine que tu puisses appeler le jeune Mehdi, il y a 5 ans, donc quand tu avais, 20 ans, c'est ça? Ou même peut-être un peu plus jeune. Quels seraient les 3 conseils ou en tout cas les 2 conseils, enfin les conseils principaux les plus importants que tu lui donnerais? Euh, je dirais continue à suivre ton instinct. Et c'est aussi ce que je dirais à l'audience. J'ai l'impression souvent, on écoute plus son cœur ou son esprit, mais au final, on a des réponses autres qui sont là, notre instinct qui nous dit, OK, pas dans cette direction, ou vas-y pas, justement. Donc, suis ton instinct ou continue à suivre ton instinct. 3 choses, tu m'as dit, hein. Ouais, les principales, enfin je veux pas faire de, Pour moi, ça, c'est vraiment la principale, suivre ton instinct. Après, ce que je dirais aussi, c'est, ouais, oui, en fait, j'avais pensé à quelque chose. L'argent est très dangereux. L'argent, c'est dangereux. Parce que tu peux très vite t'imbriquer dans des cercles. Et je parlais avant de pouvoir être indépendant. Même en gagnant de l'argent, tu peux t'enfermer dans des cercles vicieux, entre guillemets, de consommateurs, où tu vas vouloir non plus travailler parce que ça te fait kiffer, mais travailler parce que ça soutient ton lifestyle. Et je pense que ça, c'est vraiment un gros danger que j'ai aussi peut-être pu vivre à un certain moment. Et Dieu merci que je ne vis plus maintenant. Donc, franchement, ça, c'est aussi un conseil que je me donnerais en mode fais attention quand même à ce point-là, et réussis à te détacher complètement de ça, quoi. ouais, ouais. Du coup, 2 et pas 3, je suis désolé. Pas de souci. Je profite pour la troisième parce qu'il y a il y avait une question dans le chat que j'avais pas vue. Il y a Camilla qui nous demande, comment ne pas se laisser décourager par les démarches administratives qui viennent avec le statut d'indépendant? Chose à laquelle tu fais face tout le temps, hein, j'imagine, Ouais, qui peut être pénible. Heu, ouais. C'est difficile pour moi. Je pense que c'est une réponse qui peut faire mal, mais si tu te laisses décourager ou si tu es découragé, c'est peut-être aussi parce que c'est pas forcément fait pour toi, malheureusement, sans vouloir porter offense ou autre. Je pense que des fois, il y a aussi certains conseils qu'on demande des fois, comment se motiver, comment obtenir de la motivation, etc. Au final, s'il n'y a pas de motivation, c'est peut-être que tu n'es juste pas en train de bosser sur la bonne idée, ou peut-être que c'est pas encore fait pour toi, ou peut-être pas juste le bon moment. Mais essaye pas d'aller contre ça. Tu vois, si tu n'es pas motivé, tu n'es pas motivé. Et mmh, peut-être qu'en acceptant le fait que tu n'es pas motivé, tout d'un coup, la motivation, elle arrive. Mais si tu cherches des motivations avec Gary Vee, avec moi qui est en train de parler maintenant, avec Yann qui est en train de te faire des belles stories sur Instagram aussi pour te dire de foncer dans ton truc, au final, je ne sais pas si c'est le meilleur moyen de prendre des outils externes pour te motiver. Au final, il faut que ce soit un drive à l'intérieur. Et voilà. Par contre, je suis d'accord avec ce qu'elle dit par rapport à la partie administrative. Ça peut être très lourd. Et ça va à contrario. Des fois, tu peux être super motivé, mais il faut ouvrir la SARL ou la raison individuelle, etc. Donc, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est n'hésite pas à investir les montants qui sont nécessaires. Ça fait mal, mais si tu peux avoir quelqu'un qui peut, je ne sais pas, t'aider du côté légal ou du côté administratif et qui peut prendre ça en considération pour toi, tant mieux, fais-le. Je ne me rappelle plus quel artiste français, je crois que c'est, je ne veux pas dire de bêtises, mais il y a un artiste français qui est un chanteur qui a dit ça sur un plateau il y a pas très longtemps, qu'il n'a aucune idée de combien il a sur son compte bancaire et que tout est administré par ses parents. C'est dangereux, mais si tu fais confiance en tes parents et que tu veux vraiment être sain d'esprit et vraiment être un pur artiste, entre guillemets, dans sa sauce à lui, il n'y a rien de plus beau que ça. Tu sais pas combien tu gagnes, donc c'est pas parce que tu fais une chanson qui marche plus que l'autre que tu vois, tu es neutre en fait, tu es juste toi-même. Et ouais. du coup, c'est dans cette même optique-là, je pense qu'il faut aller, quoi.
Donc, ne pas hésiter à déléguer les choses qui te prennent trop de temps et qui sont chiantes parce qu'au final, elles te distraient de ce dans quoi tu mets de la valeur, quoi. Voilà, tu Donc, résumes beaucoup mieux les choses que moi. Moi, je parle trop, je m'étale trop. non, non. Hem, bon, Mehdi, merci beaucoup. On va passer à la dernière question, qui concerne l'Innovation Club et qui est très importante pour nous, parce que justement, on essaye de créer, des gens, enfin, comme toi, je veux dire on essaie d'inspirer les gens à aussi, réaliser leurs rêves et aboutir à des projets. Selon toi, sur quoi est-ce que l'Université de Fribourg et l'Innovation Club doivent mettre la priorité pour aider les jeunes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat? Comment est-ce qu'on peut les aider de la manière la plus efficace possible? En rendant inaccessible l'Innovation Club. Pourquoi? Parce que, Je m'attendais pas à cette réponse, c'est pour ça que je rigole, mais ça m'intéresse de savoir pourquoi. c'est pour ça que j'ai laissé un monstre aussi. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu une mode et je pense que malgré vous, entre guillemets, je ne dis pas que c'est la faute de l'Innovation Club, c'est super cool ce que vous faites, les démarches, etc. Mais plus c'est accessible, plus il y a des gens qui peuvent rentrer dans ce cercle et, et bénéficier d'aide, et plus l'aide va être diluée. Or, je pense que ces gens devraient se battre et montrer à quel point ils sont motivés pour qu'il y en ait éventuellement que 5, 6, 7, 8 à l'année qui ont vraiment les tripes et qui veulent se battre pour pouvoir réussir à faire leur truc. Et puis que l'aide qui va leur être bénéficiée ne soit plus forcément ouais, je sais pas comment faire, dans mon projet, je suis bloqué ici, mais plutôt, OK, tu as besoin de lever tel fonds, on va te ramener tel investisseur. Tu as besoin de faire cette chose-là, on va te ramener ce gars-là, et que ce soit beaucoup plus sur la praticité que sur de l'aide à ce niveau-là, en fait, et de manière diluée, si ça fait du sens. Je sais que ça sera peut-être pas forcément Je juste par comprends ce que rapport au tu monde dis. de l'école, mais Je comprends ce que tu dis. On a par exemple FreeUp à Fribourg qui fait ça justement des aides beaucoup plus, pratiques. Mais moi, pour être honnête avec toi, un problème que je rencontre chez Innovation Club, c'est, bah, justement, la première étape, c'est d'inspirer les gens et les tu étais aux États-Unis, par exemple. Là-bas, tout le monde est super intéressé par l'entrepreneuriat a priori, enfin de facto. Ici, peut-être que les gens, ils y pensent pas forcément et peut-être aussi ils ont peur de ça et ils croient que c'est réservé à d'autres. Et nous, notre but, c'est justement de leur montrer que non, c'est pas le cas, tu vois? Donc je suis juste en train de réfléchir comment est-ce qu'on peut allier ça avec l'exclusivité et puis, quelque chose de «plus sérieux» entre guillemets. ouais, ouais, quand je dis exclusivité, ça ne veut pas dire fermé et que personne ne peut l'atteindre, mais c'est Non, bien plutôt sûr. que, en gros, il faut en montrer avant de pouvoir l'atteindre. C'était juste dans ce sens-là. Mais si le but, c'est de faire découvrir les choses, alors peut-être que mon intervention, elle n'est pas super pertinente par rapport à ça. La question, c'était, si tu la répètes juste, C'était justement comment, comment, réveiller cet esprit chez les gens, quoi? OK, Comment, ouais, hem et déjà, tu pourrais peut-être me dire que c'est pas nécessaire, tu vois? ouais, Et bah, qu'il c'est ce faut que justement me concentrer sur les aider ceux qui sont motivés, même s'ils sont peu. C'est j'ai- c'est c'est ta réponse, je l'accepte, tu vois? c'est ce que je dirais, mais je pense effectivement qu'il y a des gens qui peuvent être éveillés par certains aspects extérieurs, mais au final, c'est une connexion avec ton instinct aussi à un moment. Et encore une fois, je pense que c'est pas un problème si les gens n'ont pas tout de suite ça. J'ai l'impression qu'on a vraiment une FOMO, entre guillemets, dans notre génération, de se dire il faut que j'ai ça maintenant, il faut que tout de suite je puisse entreprendre un projet, je suis pas motivé, ta, 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 ta. Mais peut-être que ton idée, ton truc, elle va que s'insuffler à 35 ans, tu vois, ou 40 ans. Et alors, il C'est n'y a pas de clair. problème avec ça. Ouais. Si je résume l'idée du conseil que tu donnes à Innovation Club, est-ce que ce serait, se concentrer sur plus de qualité pour moins de gens, plutôt que de vouloir faire beaucoup de bruit et puis avoir beaucoup de gens, à nos événements? Ouais. Se contenter de peu de gens, mais à qui on offre plus? Est-ce que Ouais, exactement. Ça pourrait bien résumer la chose sans vouloir faire le truc sectaire ou autre, hein, parce que non, c'est pas c'est mon intention, mais juste dans cette optique-là. Ouais. Ouais. mais moi je réfléchis justement à une, bénéfice potentiel de ça, c'est que peut-être que si on se concentre sur peu de gens, on fait réussir ces gens-là et ça inspire d'autres aussi après, tu vois? Ouais, parce que je connais pas vos success stories, tu vois. Mmh. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont sorties entre guillemets de l'Innovation Club et qui ont réussi à. Voilà. Mais du coup, voilà, ça aurait été ce que je donne sans forcément trop connaître non plus, hein, voilà. Merci beaucoup Mehdi en tout cas pour cette, longue conversation qui était super intéressante. Avec Merci à plaisir. tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Je
vois qu'il y a encore 23 participants, c'est super cool. N'hésitez pas justement à vous rendre sur notre site, l'Innovation Club, donc innovation-club.ch, à nous suivre sur Instagram, Facebook, pas encore TikTok, mais après cette conversation, peut-être que je vais changer d'avis. Et puis, ouais, on organise toujours des événements comme ça, normalement une fois par mois. Et si vous voulez nous rejoindre aussi, c'est avec grand plaisir que vous intégrez le club pour avoir plus de, plus d'accès, quoi, plus de responsabilités. Je ne sais pas si tu veux me donner un petit mot pour la fin, Mehdi. Tout le monde te remercie en tout cas en chat. Je vois ça. Merci beaucoup à tous d'avoir été là et puis de nous avoir écoutés. Ça me fait super plaisir. Vos commentaires, j'ai pu les entrelire durant la conversation. Je regarderai ça juste après. Merci beaucoup. Et puis, merci à toi, surtout Yann, et puis à l'Innovation Club pour l'invitation. Ça m'a fait super plaisir et j'espère que ça pourra apporter de la valeur aux personnes qui nous ont écoutés. Avec grand plaisir. Et n'hésitez pas justement à la partager. Elle sera sur YouTube en rediff. Envoyez le lien à tous vos potes qui s'intéressent pour l'entrepreneuriat. Ça me ferait vraiment plaisir. Voilà, bonne soirée à tous. Merci encore une fois, Mehdi. Et à tout bientôt pour un nouvel événement. Merci. Peace.